Hey, bonjour et bienvenue au webinaire sur l'utilisation du marketing numérique centré sur l'auditoire pour augmenter les ventes internationales. Je me nomme Rebecca Ross. Je suis la gestionnaire de l'édition numérique et des marchés internationaux à Livre Canada Books. La présentation sera environ 1 heure et nous aurons du temps à la fin pour vos questions. Vous pouvez les poser par la fonction de questions et réponses dans WebEx. De plus, n'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation. Nous les garderons pour la période de questions à la fin de la présentation. À la fin du webinaire, avant que vous fermiez le navigateur WebEx, un lien au formulaire d'évaluation SurveyMonkey apparaîtra. Vos commentaires sont extrêmement importants pour nous et pour le Fonds de livre du Canada. Merci d'y répondre. Je suis donc très heureux de vous présenter aujourd'hui votre animateur, Jonathan Nichols. Bonjour. Bonjour. Donc, la présentation, c'est maintenant à vous. Excellent. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde est sur le bon onglet. La présentation a été téléversée dans un onglet formation, la formation Livre Canada Books à votre droite sur l'écran. Et on va passer à travers aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de discuter de ce sujet-là avec vous aujourd'hui. Et c'est pour Substance Stratégie, donc l'agence pour qui je travaille, c'est quelque chose qu'on a déjà fait beaucoup par le passé, aider les éditeurs. Et ça me fait plaisir de le faire encore avec vous aujourd'hui pour vous aider à développer une meilleure stratégie d'internationalisation grâce au numérique. Juste pour vous dire brièvement un petit mot sur qui nous sommes, puis ça permettra aussi de mieux vous situer. Substance est une agence de contenu qui a une très, très forte ADN de numérique. Et ce que je veux dire par une agence de contenu, c'est autant la planification que la création, la valorisation ou même l'évaluation de contenu. Et c'est ces différents éléments-là avec lesquels on va jongler aujourd'hui. Vous en avez une description un peu plus clair de qu'est-ce que j'entends par la planification de contenu, la création, la valorisation et l'évaluation. Mais là où est-ce que c'est réellement intéressant, c'est si on ramène ça davantage dans le concret, c'est ce qu'on fait à travers chacun de ces services-là. Ça sera impossible de passer aujourd'hui à travers l'ensemble de ça puis les adapter dans le contexte du livre numérique ou de l'internationalisation du livre. Mais vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments qui vont être abordés, qu'on parle par exemple de stratégie de contenu, stratégie numérique, stratégie médias sociaux, planification médias. On va parler de relations publiques 2.0 brièvement, mais on va aborder plus en profondeur le calendrier éditorial. Dans la valorisation, on va approfondir spécifiquement le bout publicitaire, mais aussi le bout de gestion de communauté. Et on va parler aussi de performance web. Donc, on va essayer d'adapter tout ça, de prendre donc ces différents éléments-là et de l'adapter à votre réalité pour que ce soit le plus fidèle possible, que vous puissiez en tirer le plus d'insights possible. C'est certain, par contre, que je vais dire certaines informations, certains contenus qui vont être intéressants, par contre, qui vont vous faire penser à certaines choses, certaines de vos réalités. Et je vous inviterai évidemment à poser ces questions-là dans le chat au fur et à mesure qu'elles vous viennent. À la fin, il va y avoir une période pour répondre à vos questions, mais j'ai absolument pas de problème si vous voulez approfondir chacun de ces différents sujets au fur et à mesure que je les aborderai ou faire des liens entre eux. Ça permettra de rendre le tout le plus concret possible pour vous. Le but, c'est de vous aider. Puis, un peu plus aussi d'informations par rapport à moi-même. Moi-même, j'étais en entrepreneuriat web auparavant, donc j'ai un très fort background numérique pour l'avoir fait avant de devenir du côté agence, parce que maintenant, j'aide les gens à s'adapter à la nouvelle réalité numérique. Donc, je suis planificateur stratégique et associé chez Substance Stratégie. Puis aussi chez Radiance Média, qui est la division qu'on a créée qui s'occupe de toute la publicité numérique, donc tout l'achat média. Ce que je veux dire par là, plus communément, on parlerait par exemple de SEM, de Search Engine Marketing, donc d'achat de mots-clés ou de la publicité Facebook, de la publicité sur YouTube, c'est ces différentes choses-là. Donc on va les aborder plus en profondeur, un peu plus loin. Puis notre agence connaît un bon succès et j'espère que les conseils que je vous donnerai vous permettront d'en connaître un tout aussi grand.
Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est grosso modo 4 choses. D'abord, on va brosser un portrait qui est qui est assez sommaire sur l'industrie ou l'univers du numérique, pour être capable de bien comprendre ou de mettre la table, de comprendre les bases. Puis ensuite, on va voir comment est-ce que ce changement-là qu'on vit dans l'industrie numérique, comment est-ce que ça chamboule les choses du côté spécifiquement du livre. Donc, comment est-ce qu'on doit s'y adapter, ou plutôt, qu'est-ce qui se passe spécifiquement? C'est quoi l'impact de ça aussi du côté consommateur? Donc, comment est-ce qu'on est capable de comprendre les nouveaux processus d'achat? Puis ensuite, comme le quatrième point, comment est-ce qu'on est capable d'en profiter de ces nouveaux processus d'achat-là, surtout dans une stratégie d'internationalisation où est-ce que c'est maintenant beaucoup plus facile que jamais de trouver des nouveaux lecteurs, de nouveaux clients à l'étranger. Donc, le marché est beaucoup plus grand. Comment faire pour aller les chercher? J'espère que ça convient à tout le monde. C'est un peu difficile puisque je n'ai pas de feedback instantané, mais je crois que ça devrait répondre à vos attentes. D'abord, l'industrie du numérique, c'est une industrie qui est très, très grande. C'est près de 3 milliards d'internautes à travers le monde. Donc, c'est énormément de gens, c'est énormément de lecteurs potentiels pour vous. Donc, c'est évident qu'il y a une très grande opportunité qui est là. Par contre, les gens ne font pas juste surfer sur le web, ne font pas juste naviguer pour du contenu. Concrètement, ils achètent de plus en plus en ligne. Et je vous ai mis une statistique ici qui est celle de l'achat en ligne au Québec, puisque traditionnellement, le Québec est un peu plus, pas réfractaire, mais un peu plus en retard en termes d'adoption de technologie. Et maintenant, déjà, on est à 70% des internautes qui effectuent des achats en ligne. Donc, on se rend compte que c'est maintenant une tendance profonde sur lesquels il faut capitaliser. Et parmi ces différents achats-là qui sont faits en ligne, au Québec, on se rend compte que le livre sort en 4e place. Donc, c'est pas un score où est-ce que le livre est dans la cave, puis on aurait vraiment la difficulté à être capable de générer davantage de ventes, davantage de lectorat. C'est quelque chose qui, naturellement, prend quand même beaucoup d'espace. Et si on regarde un peu plus ailleurs, si on survole l'industrie, ça a bien ouvert la porte, on se rend compte que justement cette tendance-là du livre numérique est en forte croissance. On parle de 16,3% maintenant de l'industrie du marché du livre qui est occupée par le livre numérique. Donc pour certains vous y êtes déjà, pour d'autres vous pensez à prendre ce virage-là. C'est devenu un incontournable maintenant avec ces chiffres-là. Surtout considérant que le marché du livre en général, lui, est en légère baisse année après année, tandis que le livre numérique, lui, est en forte croissance. Donc, c'est vraiment une décision, une orientation stratégique qui s'impose si on veut être capable de ne pas vivre cette situation, de ne pas vivre une décroissance tranquille des ventes de livres. Et si on regarde à l'international, c'est encore plus encourageant que qu'est-ce qu'on voit au Québec. Tout à l'heure au Québec, on parlait du 4e rang qui occupait les livres numériques parmi les produits achetés en ligne. Si on regarde ailleurs, on trouve que les e-books sont à la 1re place. Donc, c'est très, très, très encourageant pour être capable, justement, d'être une bonne approche pour générer davantage de ventes, internationaliser vos différentes sources de revenus. Et c'est sans surprise que vous constatez que Kindle est le plus grand joueur à travers tout ça, avec une très forte croissance dans les dernières années et qui va continuer aussi à s'accroître par la suite. Donc, encore ici, on voit un peu plus d'informations par rapport à Kindle ou à Amazon, qui est vraiment la principale plateforme. Je vais l'aborder un peu plus spécifiquement plus tard, mais vous comprendrez toute l'importance que Amazon prend à travers cette stratégie-là. Et j'ai parlé d'international au sens large. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est quoi concrètement les marchés pour lesquels vous avez un débouché, ou vous avez le plus de débouchés.
Évidemment, quand on pense à livres francophones, on pense intuitivement davantage à la France comme premier marché, mais on voit par contre que c'est un classement des ventes qui ont été des ventes numériques qui ont été réalisées sur les marchés étrangers pour les éditeurs canadiens en 2014, et on voit aussi qu'il y a un très, très grand potentiel aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ça laisse un peu pour les autres, mais tout de même, on a un top 3 qui est très, très fort du côté francophone, auquel on ne se serait pas attendu nécessairement. Donc, c'est très intéressant de garder ça en tête pour le reste de la stratégie sur soi. Maintenant qu'on va savoir, plus tard, on va dire comment est-ce qu'on fait pour aborder tout ça. Maintenant, il faut aussi savoir où est-ce qu'on l'aborde, qu'est-ce qu'on aborde en premier, et certainement que ces informations-là pourront être de bons insights pour vous, pour vous orienter. Donc, la Grande-Bretagne était vraiment dans le top et mérite sa place, entre autres, puisque le livre est parmi les premiers produits achetés en ligne. Si on regarde le livre en général, il y en a 70 qui sont achetés en ligne, 25 en boutique. Très, très, très intéressant. Du côté de la France, on parle d'une deuxième position dans les produits achetés en ligne, ce qui est quand même très bien, mieux que ce qu'on trouve au Québec, avec un bassin potentiel qui est plus grand. Et si on regarde du côté de l'Australie aussi, c'est aussi très intéressant. On a une première place là, dans ce marché. Et finalement, aux États-Unis, la statistique est un peu moins parlante puisqu'on regroupe à la fois livres, tickets et musique en ligne, mais on comprend que ce type d'achat-là, de divertissement dans lequel rentrent les livres, sont très prisés par les acheteurs américains. Et on voit que c'est aussi une tendance qui est en progression, en très forte progression sur une courte période, ça a près de doubler. Donc, c'est très intéressant. Je vois qu'il y a une question de Daniel par rapport à la proportion des ventes numériques par rapport à papier au Québec était la même qu'au Canada dans son ensemble. Il me semble qu'on parlerait de 3 à 5 du chiffre d'affaires. Malheureusement, je n'ai pas la statistique exacte en ce moment. Ce que je pourrais faire, toutefois, c'est je pourrais trouver cette statistique-là et vous la faire suivre par la suite. Par contre, ce que je disais un peu plus tôt, je vais rebondir là-dessus aussi, le Québec a habituellement un comportement un peu plus en retard sur l'adoption des technologies, donc je ne serais pas surpris que le Québec soit un peu plus en retard en termes de proportion du livre numérique que ce qu'on retrouve au Canada. Puis pour ce qui est des Merci François. On a un 13% au Canada alors qu'on en a un 8% au Québec. C'est effectivement cette tendance-là qui était marquée entre le petit retard technologique entre le Québec et le reste du Canada. Puis il y a aussi une question de Bénédicte par rapport à de quelle étude proviennent les données en général. Il y a une très, très grande partie de ces études-là. En fait, comme vous voyez, c'est peut-être indiqué en petit. La majorité ou la totalité des sources proviennent de eMarketer, qui est une base de données qui fait beaucoup de recherche marketing sur les différentes industries, donc qui est une tierce partie qui est assez reconnue dans l'industrie. D'ailleurs, si vous voulez creuser d'autres statistiques dans ce champ-là, il y a une partie de cette base de données-là qui est payante, mais vous avez certains accès qui sont gratuits. Donc, je vous encourage aussi à visiter peut-être eMarketer pour être capable de trouver davantage de statistiques si vous êtes intéressé à creuser un peu plus dans cette direction. Est-ce que, avant qu'on passe à la section comprendre le comportement qu'on s'attarde davantage aux consommateurs, est-ce que vous avez d'autres questions aussi qui sont soulevées dans cette même-là par rapport aux statistiques, par rapport à ce qui se passe dans l'industrie du livre? Si oui, c'est le moment de les poser sur le chat. Ça me fera plaisir d'y répondre tout de suite plutôt que plus tard dans la période de questions. Ça me semble assez discret. On va donc poursuivre par rapport au comportement des consommateurs, comment est-ce qu'ils vivent ce changement-là dans l'industrie du numérique. On voit comment ça affecte votre paysage. C'est qu'au final, les gens changent fondamentalement de manière de consommer les médias en général, de consommer le divertissement. Et la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on est capable de s'adapter à ça.
J'ai décrit ici un processus de décision typique entre les différentes phases lorsque quelqu'un achète un produit. Ça commence d'abord avec une phase de sensibilisation, parce que la personne doit d'abord connaître votre maison d'édition, doit connaître l'auteur, le livre, et avoir fondamentalement envie de le lire. Ça, c'est la première étape. De suite, on passera à la période de considération, parce que la personne va chercher des informations, va dire « OK, c'est intéressant, mais où est-ce que je peux le trouver? Quel genre d'informations, quel genre de contenu est-ce que ça peut être? Qui est l'auteur et tout ça? » Pour finalement évaluer les différentes alternatives. Est-ce que j'achète à l'endroit X ou à l'endroit Y? Est-ce que je l'achète en ligne, je me rends sur place, quelles sont les plateformes disponibles? Donc, l'espèce de période de vaste hésitation pour finalement passer à l'action. Et ce qu'on oublie souvent, c'est la dernière étape qui est celle de la fidélisation, où est-ce que les gens vont, oui, laisser des commentaires, les évaluations post-achat, mais aussi où est-ce que les gens vont éventuellement revenir dans la boucle. Le processus est décrit de manière linéaire ici, puisque c'est plus simple à illustrer, mais vous comprendrez que c'est un cercle tout ça. Donc, une fois que les gens ont fait un premier achat, souvent les gens vont revenir dans la loupe, vont dire « OK, c'est intéressant, je vais maintenant chercher des informations pour être capable de lire la suite, que ce soit une série ou un autre livre de même auteur, un autre livre de même maison d'édition, pour ensuite reprendre la route. » Et ce qu'on veut faire, c'est d'être capable de s'insérer dans ces différentes étapes du processus d'achat, ou du moins de les influencer grâce au numérique pour être capable d'entrer sur de nouveaux marchés pour générer des nouvelles ventes à l'international. Et si c'est un chemin qui est tout de même continu, même s'il est cyclique, si on enlève une de ces cases-là, par exemple si la personne connaît la maison d'édition, connaît l'auteur ou en a entendu parler, mais lorsqu'elle cherche l'information, ne trouve rien, évidemment, on ne pourra pas passer aux étapes suivantes. Donc, c'est cette approche-là globale qu'on veut garder en tête. Puis, à chaque fois qu'on se dit, OK, ça serait intéressant de développer tel marché, ben il faut regarder, est-ce que la structure, est-ce que la stratégie que je développe permet de répondre à ces différents critères-là ou permet de couvrir l'ensemble du cycle. Sinon, on va se rendre compte rapidement que souvent, on manque beaucoup d'opportunités, parce qu'on ne réussit pas à les convertir, ou sinon on les convertit, mais ensuite on ne les renouvelle pas. Et ce cycle-là, ça date de 3 manières distinctes. Entre le moment où est-ce que, évidemment, on veut faire quelqu'un va chercher l'information, va hésiter entre les différentes alternatives et la personne va faire un achat, ben, il y a 3 types de comportements qu'on peut générer grâce au numérique. Il y a évidemment l'achat de livres numériques, qui est la dernière, l'achat en ligne, mais sachez que le numérique n'est pas juste un outil qui permet de générer des ventes en ligne, ça influence bel et bien vos ventes en boutique. Il faut considérer aussi, si vous avez, c'est pas nécessairement parce que votre maison n'offre pas de livres numériques, si vous avez pignon sur rue, une stratégie numérique peut être très intéressante aussi pour générer des retombées dans ces différentes succursales-là. Au même titre qu'on peut avoir des ventes en ligne qui vont être par la suite envoyées par la poste à vos différents récipiendaires à l'international, à vos différents acheteurs à l'international. Donc, ces 3 types de comportements-là vont être influencés par le numérique et de l'autre côté, ce bout-là, par contre, de choisir est-ce que vous avez une boutique, est-ce que vous ouvrez, vous rendez ça disponible comme canal puis vous envoyez par la poste, ou est-ce que vous vendez uniquement des livres numériques? Ça, c'est davantage une stratégie d'affaires de votre côté. Évidemment, je vous recommande de diversifier davantage les canaux pour être capable de maximiser le nombre de possibilités d'affaires. Mais cette décision-là, elle est aussi du côté structurel chez vous. De quelle manière est-ce que vous voulez procéder? Est-ce que vous pouvez réellement avoir tout sur rue? Qui sont vos partenaires et tout, par exemple? Donc, mais certainement, le numérique peut influencer tout ça. Et maintenant, la question, c'est de voir comment est-ce que les différents éléments du numérique peuvent s'insérer dans ce processus d'achat-là. Évidemment, d'une culture à une autre, les points de contact ne seront pas dans le même ordre. En fait, c'est ce qu'on voit ici sur le graphique. On reprend, c'est un graphique qui a été développé par Google sur le processus d'achat
un processus d'achat qui serait typique aux États-Unis, où est-ce qu'on voit les 4 mêmes étapes ou 4 des 5 étapes plutôt eux décrivent, et on dit par exemple on pourrait avoir une stratégie dans laquelle on a des publicités bannières, donc des display clicks qui eux autres vont plus être en notoriété, une stratégie médias sociaux pour être davantage en considération. Ensuite, la personne pourrait recevoir un email quand elle est déjà passée sur le site, elle s'est inscrite, pour ensuite finalement être intéressé, faire une recherche en ligne directement, puis être récupéré par Google AdWords, du référencement payant, ou sinon des solutions de référencement organique, ou même à la base, si la personne vous connaît déjà, elle est venue plusieurs fois, peut-être qu'elle va taper le nom de votre site web directement, ce qu'on appelle le petit point rouge à la fin, le direct. Donc, ce qu'on essaie de trouver, en fait, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on est capable de faire la bonne combinaison ou de voir le processus puis de s'insérer grâce au numérique d'une bonne manière à chacune de ces différentes étapes-là. Et ça, c'est un processus, celui-là en est un exemple, c'est très générique. Par contre, c'est pas un cadre qui est fixe. Les médias sociaux pourraient, par exemple, être utilisés aussi en notoriété plutôt que des publicités bannières, ou pourraient même être utilisés dans un contexte très, très proche de la décision d'achat. Si on fait des publicités, par exemple, qui sont très, très orientées à achat, qui mènent vers la section où est-ce que les gens peuvent commander en ligne directement. Donc, tout ça est très flexible, il faut garder en tête. Je vois le commentaire de Nadine Tremblay. Vous dites que le Canada accuse un retard le Québec accuse un retard sur le Canada, mais vous donnez comme pourcentage 13% pour le Québec et 8% pour le Canada. Y a-t-il une erreur dans les chiffres? C'est les chiffres que François Charest partageait dans le chat. Et effectivement, je me suis fourvoyé, disons-le comme ça. Je l'avais lu à l'envers très rapidement. Je croyais que c'était 13% pour le Canada et 8% pour le Québec, alors que c'est l'inverse. Toutes mes excuses. C'est pas une erreur dans les chiffres, c'est une erreur humaine. J'ai mal lu le commentaire de François, mais c'est une excellente nouvelle. On va le prendre du bon côté. Donc, effectivement, le Québec serait donc en avance sur le Canada. Pardon pour la légère confusion. Donc, revenons-en maintenant au comportement numérique. On comprend que tout ça est une chaîne flexible axée sur le comportement du consommateur, les différentes étapes à travers lesquelles on veut amener les gens pour qu'ils puissent finalement prendre la décision. Et maintenant, ce que je vous propose de faire pour la suite, c'est de passer à travers les différentes possibilités concrètes pour que vous puissiez en sortir quelque chose de tangible, à savoir comment est-ce qu'on est capable de faire pour créer cette chaîne de contact. Mais est-ce que, avant d'aller plus loin encore, je vais poser la même question. Est-ce que vous avez d'autres interrogations spécifiquement par rapport à cette partie-là sur le comportement numérique des consommateurs, le processus d'achat, la chaîne des différents points d'interaction? Est-ce que c'était clair ou il y a certaines choses que vous aimeriez approfondir avant qu'on voit maintenant comment est-ce qu'on est capable de l'exploiter? Ça semble clair? Ça semble être une bonne nouvelle. Si vous avez des questions aussi plus tard, n'hésitez pas, bien évidemment. Donc, maintenant, on décolle un peu de la théorie et on rentre dans l'application pour voir comment est-ce qu'on est capable de saisir ces opportunités-là, comment est-ce qu'on est capable de créer des points de contact à travers cette fameuse chaîne. Et il y a 3 manières de le faire, il y a 3 catégories pour le faire. En fait, il y a 3 types de médias pour le faire. Ce que j'entends par là, ça va me donner un cadre par la suite pour pouvoir évaluer quelles sont les différentes alternatives. Je vais prendre un exemple qui est assez, l'exemple le plus simple, celui du média payé. Ce que j'entends par média payé, c'est un message que vous contrôlez et que vous êtes capable de diffuser, que vous poussez vers les différents, vers vos visiteurs, vers vos acheteurs potentiels. L'exemple le plus simple en publicité traditionnelle, par exemple, ce serait un billboard ou un spot télé. Les gens ne peuvent pas vraiment interagir avec, on leur diffuse l'information. Pareil qu'en numérique, ce concept-là de médias payés peut varier maintenant puisqu'on est capable de susciter des interactions et tout, mais gardons ça simple, c'est quelque chose que vous contrôlez davantage. Ensuite, ce que j'appelle les médias détenus, c'est là où est-ce qu'il y a un échange.
c'est là où est-ce que, par exemple, votre site web, vous le contrôlez d'une certaine manière, mais les gens viennent interagir dessus. Ils viennent interagir, par exemple, via votre blog. Ou si je prends, par exemple, les médias sociaux, les gens peuvent laisser des commentaires sur la page. Donc, celui-là, c'est un peu plus bidirectionnel. Tandis que les médias acquis, c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas. C'est le fameux bouche à oreille, qu'on pourrait dire, le bouche à oreille numérique. Et c'est ça qu'on veut, plus spécifiquement sur les médias sociaux qu'on abordera à ce point-là. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour réagir à ces commentaires-là, comment est-ce qu'on fait pour susciter ces commentaires-là, comment est-ce qu'on fait pour que nos fans deviennent des ambassadeurs, comment est-ce qu'on fait pour avoir une saine relation avec eux et tout. Donc, vous comprenez qu'on abordera à la fois la publicité numérique, l'aspect qui est davantage du référencement organique à travers les médias détenus, à travers le site web, puis on abordera aussi la question des médias sociaux. Ça fait beaucoup de choses en peu de temps, donc évidemment, je ne pourrais pas tout couvrir. Je vais essayer de diriger notre conversation sur les points qui sont les faits saillants qui pourraient vous aider davantage. Commençons d'abord par les médias détenus. Ce que je voulais dire, ce que j'ai dit juste avant par rapport à votre site web et le référencement organique. Référencement organique peut sembler être un terme technique qui fait peur, mais ce que c'est d'être capable d'avoir un site qui sort parmi les premiers résultats de recherche sur Google. Il y a 2,2 milliards de recherches qui sont faites sur Google à chaque jour. C'est énorme. Donc, il y a certainement des opportunités là-dedans pour être capable de vous positionner, pour qu'au moins les gens vous trouvent. Ça, c'est la première étape qui est très importante. Les gens vous connaissent, les gens veulent savoir davantage sur vous, mais s'ils ne réussissent pas à vous trouver, comme on se rappelle dans le processus, ben on ne pourra pas arriver éventuellement à l'achat ou la fidélisation. Ces étapes-là ne seront pas. Donc, cela est très, très crucial par rapport au référencement organique. S'il vous plaît, j'ai question de Bertrand par rapport à, s'il vous plaît, nous expliquer les flèches qui font les liens entre les différents types de médias. Donc, je vais revenir là-dessus brièvement. C'est pas trois silos distincts. Dans le sens parce que les médias payés sont aussi un canal qui vont éventuellement diriger vers vos médias détenus, par exemple vers votre site web, mais peuvent aussi encourager les médias acquis. Et ça, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pris un exemple qui était de publicité traditionnelle, mais là, si on complexifie un peu les choses, je prends l'exemple de Facebook, par exemple. Le média payé pourrait, avec un format qu'on appelle les Sponsored Stories, pourrait faire en sorte que les commentaires que quelqu'un laisse sur votre page ou plutôt quelqu'un qui aime votre page Facebook, prenons cet exemple-là, je peux investir de l'argent dans la plateforme publicitaire de Facebook pour dire, OK, ben j'aimerais que ses amis voient dans leur newsfeed que l'individu X a liké ma page. Donc, ce qui était habituellement du média acquis, donc c'est le bouche à oreille entre les gens, se retrouve influencé par le média payé. Au même titre que, par contre, si vous avez du média payé, vous faites une campagne, ramenons ça dans le cadre du traditionnel encore, vous faites une campagne qui est superbe, ben là, les gens vont ils peuvent se mettre à en parler, puis là, on génère du bouche à oreille. Donc, c'est pas des silos qui sont clairs, chacun a des impacts sur les autres, donc d'où la publicité payée qui drive davantage vers médias détenus, médias acquis, tandis que médias acquis et médias détenus, eux, on échange entre les deux. Si je pense par exemple à un site web qui peut être intégré avec les médias sociaux, les médias sociaux peuvent servir à alimenter du contenu web, au même titre que le contenu web peut avoir des modules pour faire le partage de choses sur les médias sociaux. Donc, il y a une ligne aussi là qui permet d'échanger entre les deux piliers. Est-ce que c'est plus clair, Daniel, ou les autres participants qui s'interrogeaient par rapport à ça? Excellent. Merci beaucoup, Daniel. Donc, par rapport au référencement organique, donc, je voulais démystifier un peu ça pour dire qu'est-ce qu'il y en était. Donc, on veut être capable de sortir parmi les premiers résultats dans les pages des moteurs de recherche. Évidemment, principalement Google, qui a un peu plus de 85% des parts de marché au Canada. Ça varie d'un pays à l'autre, mais dans tous les cas, Google est le clair leader.
Et pour ce faire, il y a différentes choses. Il y a des éléments qui sont davantage techniques, il y a des choses qui sont davantage en termes de contenu, mais il y a certains points que je voulais aborder avec vous. Le premier par rapport aux métadonnées. Ça aussi, ça peut faire peur. Dès qu'on met le mot méta, ça fait peur. Mais ce que c'est qu'on va être capable pas simplement faire le site web, puis ensuite le mettre en ligne. On va être capable que dans le code du site web, on rentre des informations de manière détaillée sur des informations clés pour que lorsque les gens les retrouvent ou les tapent, votre site web apparaisse. Par exemple, si on prend l'exemple d'Amazon avec les métadonnées, il y en a plusieurs qui peuvent être descriptives qui font en sorte que lorsque je tape Amazon, je suis capable d'avoir plus d'informations, donc les petits commentaires en dessous, les petites listes là. Donc, c'est ce qu'on veut recréer lorsqu'on demande à votre programmeur, à votre équipe, qu'elle soit interne ou externe, votre agence, d'être capable d'optimiser les métadonnées pour qu'eux-mêmes, dans le code, puissent faire ces modifications-là. Et on remarque que lorsque c'est fait, lorsqu'on retrouve ce genre de résultats-là, qui sont beaucoup plus descriptifs, d'abord, les gens lorsqu'ils vous cherchent, vont vous trouver beaucoup plus facilement. On a une certaine bonification dans l'algorithme, mais aussi lorsqu'on apparaît les taux de clics, donc le nombre de personnes qui cliquent lorsqu'on a une impression, donc lorsqu'on affiche, est aussi beaucoup plus élevé. Donc, c'est un élément très important que j'aurais à vous conseiller, c'est considérer ça, les métadonnées, pensez à inclure dans les détails les titres de vos œuvres, le genre, le langue, description du livre, évidemment l'auteur, qui sont souvent un très grand pilier de recherche, ou un très grand créneau très recherché, l'éditeur, la date de publication, le numéro ISBN, ce genre d'informations-là qu'on ne penserait pas intuitivement à détailler dans le script du site web, par exemple dans les informations que vous rentrez dans Amazon, il faut le faire, puis vous allez vous rendre compte que déjà, il y a beaucoup plus de gens qui vont se mettre à vous trouver, puis à cliquer, puis à venir visiter sur votre site. Mais au-delà de cette liste-là de choses qui est davantage technique, que vous contrôlez de votre côté, j'ai deux recommandations d'outils que vous pouvez utiliser pour être capable de savoir qu'est-ce que les gens disent sur votre livre. Donc, qu'est-ce que les gens potentiellement cherchent qu'est-ce que les gens cherchent lorsqu'ils pensent à votre livre, ou plutôt, comment être capable de faire coordonner les recherches des gens avec c'est quoi les attentes ou qu'est-ce que les gens pensent de votre livre, être capable d'exploiter ces commentaires-là pour ensuite les réutiliser dans les choses comme les métadonnées ou dans les contenus de votre site web pour être capable de sortir davantage en référencement. Et là, il y a deux plateformes que je vous recommande. Il y a Goodreads et LibraryThings. LibraryThings est un peu plus léger. Goodreads permet d'avoir davantage de profondeur sur le nombre de livres indexés. Mais je vous conseille d'aller voir une plateforme et l'autre pour être capable d'en savoir un peu plus sur qu'est-ce que les utilisateurs pensent déjà de vos livres. Donc, deux ressources très intéressantes à aller consulter. Sinon, d'autres pistes qui peuvent être intéressantes à analyser ou plutôt à comprendre, c'est de voir qu'est-ce que les gens cherchent plutôt. Puis, est-ce que tout le monde veut sortir sur ces termes-là? Donc, est-ce que c'est très, très compétitif? Et il y a deux outils pour le faire. Le premier, c'est Google Trends. Vous allez pouvoir y accéder, je pense que c'est trends.google.com ou sinon, googlez Google Trends, ça va être le premier qui sort. Lorsque vous scrollez en bas à droite de la page, vous allez voir un petit lien qui s'appelle More to Explore et vous allez tomber dans cette fenêtre-là qui vous permet vous-même de chercher les tendances de recherche. Si vous restez sur la page principale de Google Trends, vous allez voir les sujets qui sont les plus recherchés en ce moment. Donc, c'est assez générique, mais en allant en bas à droite et en cliquant, vous allez pouvoir voir que vous-même, vous pouvez faire vos recherches. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous pouvez taper les différents termes, puis voir comment est-ce qu'il sort, est-ce que tel mot est plus utilisé que tel autre. Donc, qu'est-ce que je devrais employer sur mon site dans les textes, dans les types de contenus, aussi dans les métadonnées. Donc, à quoi est-ce qu'on devrait accorder davantage de priorité? Et vous pouvez faire ces simulations-là par date, évidemment. Là, par défaut, c'est 2004 à ce jour, mais par exemple, vous pourriez prendre la dernière année pour vous donner un indice un peu plus actuel. Et vous pouvez segmenter tout ça par pays. Alors, cela, c'est très, très intéressant puisque une tendance que vous allez observer aux États-Unis ne sera pas nécessairement la même en France ou au Québec, je dirais, sur le type de mots à utiliser.
Donc, avant de commencer à dire au programmeur, OK, utilisez tel mot ou tel mot, je vous conseille d'aller consulter ça pour savoir qu'est-ce qui est plus utilisé, là-bas. Par contre, le référencement organique, c'est pas seulement une question de le mot-clé beaucoup utilisé, je veux aussi compétitionner dessus. Je vous conseille d'utiliser l'outil qui est Moz, qui est un exemple parmi tant d'autres, qui vous permet de voir aussi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de sortir sur ce mot-là. Si vous prenez un exemple comme livre numérique, ben, vous allez vous rendre compte que tout le monde se bat pour livre numérique. Donc oui, il y a un grand volume, mais il y a une très grande compétitivité, donc c'est peut-être pas tant que ça une opportunité. Cet outil-là va vous permettre d'analyser la compétitivité sur les différents mots que vous cherchez pour déceler vraiment qu'est-ce que vous voulez intégrer dans les contenus de votre site web, qu'est-ce que vous voulez intégrer dans les méthodologies. Donc, une autre bonne piste à explorer. Et un autre des aspects qui est très crucial de plus en plus en référencement organique, c'est le link building. Ce que j'entends par ça, la construction de liens, ce sont des liens de sites web externes qui pointent ou dirigent vers votre site web. Et cette pratique-là de link building, ou plus il y a de sites web de confiance qui dirigent vers vous, Google considère votre site comme plus important et ça augmente le référencement organique. Donc, vous allez sortir plus haut dans les premières pages des résultats de recherche. Donc, c'est une très, très bonne piste aussi à optimiser. Et il y a des spécialistes qui peuvent faire ça pour vous, pour le faire à grande échelle, mais déjà, vous avez certaines opportunités, des low-hanging fruits, des opportunités très tangibles que vous pouvez attraper très facilement. Je pense en plier votre site web. Par exemple, là, ici, il y a le logo de WordPress à gauche, qui est une plateforme très utilisée, mais il faut concevoir votre site web. Déjà, vous pouvez le lier avec des plateformes comme Wikipédia, Amazon, XYZ éditeur, pour que ces liens-là redirigent par chez vous. Et d'ailleurs, ces plateformes-là, je reprends Wikipédia, c'est une très, très bonne opportunité pour exploiter autre chose que simplement le livre en soi. Vous pourriez, oui, ouvrir une page pour le livre, vous pourriez ouvrir une page pour la maison d'édition, vous pourriez ouvrir une page pour les auteurs, vous pourriez même ouvrir une page pour des personnages de vos livres, surtout si vous avez une série dans laquelle ils reviennent beaucoup. Donc, il y a énormément d'opportunités où est-ce que vous pouvez créer des liens entrants en sortant uniquement de la maison d'édition, puis en passant à tout l'univers qui est autour, tout l'univers que vous créez, tous vos propres contenus, que vous pouvez ensuite créer ou disons récréer sur d'autres sites externes ou encourager du moins d'en faire parler sur d'autres sites externes qui vont rediriger vers vous. Évidemment, là-dedans aussi, une démarche de relations publiques qui peut être très appréciée. Si, par exemple, vous avez une bonne couverture médiatique, souvent les journalistes vont rediriger vers votre site. C'est des sites les organisations médiatiques, journalistiques sont souvent des très bons sites, des sites de forte confiance, détectés comme de forte confiance par Google. Donc, ça va aussi beaucoup vous aider. Donc, il y a l'aspect que vous contrôlez, qui est plus simple, qui reste web, mais je vous conseille aussi de penser à la relation publique à travers tout ça. Donc, ici, j'ai l'exemple de Wikipédia avec une page qui était dédiée à l'auteur, très intéressante à considérer, mais aussi une page plus spécifiquement sur Amazon qui est à créer, et finalement la page sur édition XYZ. Maintenant, si on passe du link building maintenant aux médias sociaux où on se dirige de plus en plus vers ça, une tendance qui est de plus en plus marquée pour être capable de faire de l'optimisation du référencement organique, ce qu'on appelle en anglais du SEO. Oh, un instant, je vais lire la question posée par Daniel. Faut-il vraiment tenter de référencer notre propre site web alors que les ventes numériques qui sont marginales comparativement aux libraires en ligne? Ne faut-il pas essentiellement tenter d'avoir un bon référencement sur les sites des resellers plutôt que le site web dans son ensemble? Si quelqu'un veut acheter un livre, il ne va pas instinctivement aller sur le site de l'éditeur. Effectivement, c'est un processus qui n'est pas direct. Vous n'allez pas, si on prend le cycle d'achat, à l'étape achat, les gens vont fort probablement aller sur Kobo ou Amazon pour aller l'acheter. Par contre, juste avant ça, il y a les périodes qui sont la considération, les périodes d'évaluation des alternatives, où est-ce que les gens vont chercher davantage de contenu par rapport à votre livre. Et c'est là où est-ce que le référencement organique votre propre référencement organique devient intéressant pour les informer davantage sur votre livre, pour les aider à prendre cette décision-là de se rendre plus tard sur Amazon.
si la personne est intéressée, en entendu parler un peu, mais n'est pas capable de vous trouver par la suite, il y a le bout entre où est-ce que la personne entend parler du livre puis où est-ce qu'il l'achète directement. C'est cette fenêtre-là que vous devez essayer d'occuper vous-même avec un site qui est très orienté contenu et que vous voulez rendre facilement accessible avec les référencements organiques. Donc, c'est plutôt comme ça qu'on l'entend. Est-ce que c'est plus clair, Daniel? Ou les autres? Excellent. Maintenant, dans cette même optique-là, où est-ce qu'on veut aider à faire référencer son propre site qui est orienté contenu, je verse un peu dans l'optimisation sociale qu'on appelle. C'est une tendance que Google et les autres moteurs de recherche considèrent de plus en plus. On s'éloigne de la technique, donc ce que je parlais tout à l'heure des métadonnées, par exemple, qui peuvent faire, qui sont pas accessibles à tous, pour se baser davantage sur quelque chose qui est plus un comportement humain. Soit, est-ce que les gens partagent vos contenus sur les médias sociaux? Si vous avez un site web, est-ce que les gens trouvent ça pertinent ou pas, ce site-là? Alors, on pourrait fier aux métadonnées, mais maintenant, de plus en plus, Google et les autres se fient à est-ce que ces contenus-là sont partagés? Est-ce qu'on les retrouve ailleurs sur le web, sur les médias sociaux? Est-ce que les gens dans les médias sociaux en parlent? Donc, c'est très important dans votre site d'inclure aussi un volet qui permet de partager ces différents types de contenus-là, qui pourra vous aider grandement à améliorer votre référencement organique. Donc, pour que vos médias sociaux aient les liens qui dirigent vers votre site web, mais il faut aussi que votre site web permette d'avoir des modules où est-ce qu'on pourrait partager tel article ou telle découverte littéraire intéressante à travers mes différents followers sur Twitter, à travers mes différents amis sur Facebook. Donc, cette dynamique-là aussi qu'on veut instaurer, qui va décloisonner simplement les médias sociaux pour les amener ailleurs, le web plutôt pour les amener sur les médias sociaux. Est-ce que c'était clair aussi pour cette partie-là? J'espère que oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois. Maintenant, si on part dans le deuxième partie par rapport aux médias acquis, je vais essayer d'accélérer un peu le rythme, d'en venir vraiment à l'essentiel, puis il nous reste pas énormément de temps. Mais par rapport à la gestion de communauté, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que c'est un processus qui est en différentes étapes, évidemment, mais qui est aussi un cycle. Et tout commence par l'écoute. Donc, c'est important de bien comprendre qu'est-ce que les gens disent, quel genre de critiques, qu'est-ce qu'ils en font. On ne peut pas simplement ignorer ça. En fait, c'est cette première étape-là qui, en ce moment, va vous servir d'analyse et qui va être capable de mieux vous permettre de planifier vos contenus, de les organiser à travers un calendrier de contenu, organiser aussi vos promotions à travers tout ça, être capable aussi de planifier quelles activités vous allez faire pour être capable de rejoindre des influenceurs. Ce que je veux dire par les influenceurs, c'est un peu comme des relations publiques 2.0. C'est des gens qui sont actifs sur les médias sociaux et qui sont des fans de votre marque, qui pourraient devenir des ambassadeurs de votre marque. Qu'est-ce qu'on veut faire pour être capable de faire en sorte que ces gens-là, les plus fidèles, parlent de vous? Donc, ça, ces activités-là, il faut aussi les planifier, il faut y penser dans les types d'initiatives qu'on monte en médias sociaux, donc important à considérer là-dedans. Évidemment, dans partager, il y aura ce que vous aurez prévu dans le calendrier de contenu, qui peuvent être des nouvelles, des faits, des scoops. Donc, c'est important de décoller simplement du discours retail. C'est pas ça sur les médias sociaux. C'est pas juste on vient de sortir une nouvelle publication, on vient de sortir un nouveau livre, achetez-le maintenant. Les gens veulent entendre davantage des histoires et vous avez l'avantage que vous en avez amplement des histoires, vous avez amplement de contenu. Donc, c'est ce type de choses-là qu'on veut partager plus, mais par contre, on ne veut pas simplement les partager, on veut aussi les suivre pour être capable de susciter l'engagement. En fait, on veut les partager d'une manière où ça va faire réagir les gens. On veut, par exemple, leur poser des questions sur qu'est-ce qu'ils en ont pensé. On veut être capable de vraiment créer une certaine dynamique où est-ce que c'est pas simplement un média de diffusion, mais vraiment où est-ce qu'on engage avec les gens. Et l'étape suivante pourrait être la promotion. Donc là, c'est le bout où est-ce qu'on abordera un peu plus tard, où est-ce qu'on est capable de rajouter une couche publicitaire à travers tout ça. Et finalement, on mesure les différentes retombées pour être capable d'optimiser le cycle. Si on n'a pas de métriques qu'on prend, si on n'établit pas des indicateurs de performance,
on ne sera pas capable de savoir si on fait une bonne chose ou non, à savoir est-ce qu'on s'améliore ou pas. Donc, très, très important de mesurer vos différentes initiatives sur les médias sociaux et de comprendre ce qui en ressort, d'écouter d'une certaine manière ces résultats-là pour ensuite recommencer la roue, planifier, partager, engager. C'est un cycle qui est continu. Donc, ça, c'est plus sur le travail que vous avez à faire, vous comme individu ou vos gestionnaires de communauté, qu'est-ce qui devrait être fait. Maintenant, quelques éléments clés dans une stratégie de contenu, donc les choses qu'on va dire. Bien, la première étape, encore une fois, c'est un peu comme écouter, c'est d'être capable de savoir qu'est-ce que vous avez déjà à l'interne. Vous avez beaucoup de contenu existant, pas besoin de réinventer la roue pour vous lancer dans les médias sociaux. Faites un audit de qu'est-ce que vous pouvez parler, qu'est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous exploitez déjà des choses dans vos infolettes, sur votre site web, est-ce que vous avez des choses que proches de vous, vous pouvez réutiliser. Ensuite, évidemment, développer du contenu qui est adapté à la cible, développer des messages clés qu'on veut passer et le dernier mais non le moindre, vraiment apprendre à écouter votre communauté, c'est réellement la clé. Et tout à l'heure, j'ai parlé brièvement du calendrier éditorial. C'est très, très important et c'est très souvent négligé, cet aspect-là, qui est celui de planifier vos contenus à l'avance. Donc, ma recommandation pour vous, ce serait de bâtir ce calendrier-là mensuellement et de le faire suffisamment à l'avance, peut-être 2 semaines à l'avance, 1 semaine à l'avance, pour savoir déjà qu'est-ce que vous allez dire dans l'ensemble pour le mois. Ça va vous permettre plusieurs choses. D'abord, d'éviter le syndrome de la page blanche que tellement de gestionnaires de communautés vivent. Donc, se réveiller un matin et dire « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? » Mais ça va permettre aussi d'avoir une vision plus stratégique de vos différents contenus. Est-ce qu'on parle toujours de la même chose? Est-ce qu'on voit toujours la même chose sur la page ou est-ce qu'on varie bien? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Est-ce que autant sur le fond, sur la forme, vous êtes capable d'avoir une vision qui est plus globale? Mais ça va vous permettre aussi de mieux prendre une certaine rétroaction puis adaptation lorsqu'à la fin, vous allez mesurer. Vous allez pouvoir vous dire, OK, j'ai remarqué que tel type de contenu fonctionnait mieux. Donc, dans notre calendrier du mois suivant, je vais mettre plus tel type de contenu que tel autre. Donc, c'est vraiment un outil clé pour être capable de s'adapter et surtout garder un historique de tout ça. Il ne faut pas être trop rigide là-dedans. Par contre, il faut savoir improviser d'une certaine manière. Donc, c'est pas parce qu'on a un calendrier qu'il faut absolument s'y en tenir. Et adaptez-vous évidemment à ce qui se passe dans les nouvelles, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité. C'est des opportunités que vous avez de surfer. Donc, le calendrier est un très, très bon outil. Je vous le recommande fortement. Il y a plusieurs templates, plusieurs modèles, qui sont disponibles en ligne. Je vous recommande d'en utiliser un ou l'autre, mais gardez en tête que même si vous avez fait votre planification, n'hésitez pas à déroger ça si il y a des opportunités que vous pouvez saisir. Et tout à l'heure, quand je parlais de la mesure, il y a quelques outils qui sont particulièrement bien développés que je vous recommande de plonger à l'intérieur. Il y a d'abord celui de Facebook Insights, qui est la plateforme d'analyse qui est derrière Facebook, derrière votre page Facebook, qui vous permet d'avoir beaucoup de données. Vous allez pouvoir voir, par exemple, c'est quoi les contenus avec lesquels les gens interagissent le plus, ce qui suscite le plus de clics, de visites sur votre site web, pour être capable, par exemple, le mois d'après, de modifier votre calendrier de contenu. Donc, Facebook Insights, beaucoup de bonnes informations par rapport à ça. Très pertinent lorsqu'on veut analyser l'engagement, donc les interactions des gens. Twitter Analytics, le print screen, l'impression d'écran, la capture d'écran n'est pas très représentative. L'outil s'est très bien amélioré depuis son lancement l'an dernier. Même type de recommandation que pour Facebook, je vous conseille d'aller voir quels sont les contenus qui sont les plus populaires, comment est-ce que les gens interagissent davantage, pour ensuite être capable de réorienter votre stratégie. Et finalement, la plateforme de Google Analytics, que vous connaissez peut-être, qui est la plateforme d'analyse de données de votre site web, probablement pour la majorité, a développé aussi un aspect au complet qui est sur une section au complet qui est sur l'analyse des médias sociaux. Je vous conseille d'y jeter un coup d'œil, vous allez y trouver de très bonnes informations et surtout vous allez voir l'envers de la médaille, ou plutôt la suite à l'histoire. Une fois que les gens ont cliqué pour aller sur votre site web, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel type de contenu est-ce qu'ils ont consulté? Combien de temps est-ce qu'ils sont restés? Est-ce que c'est des visiteurs qui sont réellement qualifiés? Peut-être que j'amène beaucoup de gens sur le site web, mais qu'ils consultent une page et qu'ils rebondissent ensuite.
peut-être que ça va apporter un certain bémol à ce que vous considériez bien dans votre stratégie au préalable. Donc, considérez certainement Google Analytics à travers tout ça. Est-ce que ça va aussi pour cette section-là? Je sais que je passe rapidement, mais s'il y avait des questions que vous voyez tout de suite venir, je vais pouvoir en prendre. Il n'est pas très actif sur le chat, ou je ne sais pas si vous tapez tous en même temps. Je vais continuer, puis au besoin, j'interromprai la section où je reviendrai pendant la période de questions par la suite. Donc, par rapport à la publicité numérique, donc les médias payés, c'est une forme de publicité qui est différente de ce qu'on est habitué en publicité traditionnelle pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est beaucoup plus ciblé que ce qu'on est capable de trouver en médias traditionnels. C'est beaucoup plus efficace dans le sens parce que c'est orienté vers un objectif qui peut être très flexible, très malléable. C'est pas les mêmes formats publicitaires, c'est pas les mêmes types d'enchères publicitaires, dépendamment de quel objectif vous voulez atteindre. Et c'est très flexible aussi. Vous pouvez l'ajuster, par exemple, vous faites un test dans un marché, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas très bien, vous êtes capable d'arrêter le lendemain, quelques jours après, en fait, quand vous avez accumulé suffisamment de données. Vous pouvez revoir votre stratégie comme ça. Donc, c'est beaucoup plus facile d'entrer un nouveau marché avec avec des types de formats publicitaires qui sont traditionnels, très mesurables. Et évidemment, comme je le disais un peu plus tôt, ce qui est très intéressant, c'est l'interactivité. Donc, les gens vont pouvoir, oui, connaître ce que vous avez à offrir, mais être capable de passer à l'action. Et tout ça me fait penser, je vais revenir aussi sur l'aspect international des médias sociaux. Je suis passé rapidement, donc je l'ai pas spécifiquement abordé. Mais dans la plateforme surtout Facebook Insights et Google Analytics, désolé de passer du coq à l'âne, il y a aussi une très bonne analyse qui peut être faite en fonction en fonction géographique. Donc, c'est quoi le comportement des gens dans telle zone ou dans telle zone? Est-ce qu'ils interagissent de la même manière sur vos médias sociaux? Donc, ça peut être très intéressant. Puis, du côté web aussi avec Google Analytics, vous allez pouvoir faire la même segmentation géographique aussi. Donc, ça va vous donner des très, 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 très bonnes informations pour être capable de vous orienter, savoir comment agir dans tel marché plutôt que tel autre marché. Et d'ailleurs, dans Facebook, dans la plateforme du côté de la gestion de communauté, maintenant, il y a des options de ciblage qui font en sorte que ce n'est plus la même chose que... En fait, on est capable qu'un utilisateur aux États-Unis voit votre page et voit quelque chose de complètement différent qu'un utilisateur qui est, par exemple, au Royaume-Uni, avec des options de ciblage. Lorsque vous écrivez votre post, il y a une petite option en bas à gauche avec une petite cible sur laquelle vous pouvez cliquer, choisir la zone géographique, et ensuite vous dites cette publication-là, je veux qu'elle apparaisse uniquement pour les gens de tel endroit. En utilisant les données de Facebook Insights, vous êtes capable de faire ce genre d'ajustement-là. Si vous vous rendez compte que tel type de contenu est très, très populaire auprès de tel marché, bien, en gestion de communauté, peut-être que vous allez être capable de vous dire, bon, je vais mettre plutôt ce type de contenu-là sur tel marché, mais la même journée, je vais le mettre sur un autre type de contenu sur un autre marché, et les deux vont être mutuellement exclusifs. Donc, il faut être absolument dans la zone que vous ciblez pour pouvoir le voir. Donc, ça, c'est très, très, très intéressant pour pouvoir tester différentes choses à l'international. Mais revenons-en à la publicité. Donc, c'est un jargon qui est différent de ce qu'on voit en publicité traditionnelle, qui est beaucoup plus adapté, surtout dans un contexte d'internationalisation. Mais il faut aussi le voir différemment en termes d'objectifs. Ce qu'on veut avoir habituellement, si on faisait une publication dans un magazine, c'est une très grande portée. Donc, on va avoir le plus de gens qui vont être exposés à notre message. Mais ce qu'on veut en publicité numérique, c'est d'être axé sur les conversions. Et ce que je définis par une conversion, c'est une action qu'on veut que quelqu'un pose en ligne. Ça pourrait être une vente. Si votre site est lié, la publicité est liée directement, par exemple, à Amazon, où serait disponible le livre pour acheter. Mais une conversion, par exemple, pourrait aussi être un certain temps qui est passé sur votre site web, ou un nombre de pages vues, où est-ce qu'on pourrait dire, à partir de tant de temps ou tant de pages, je peux considérer que la personne, je l'ai quand même bien sensibilisée, c'est quelqu'un qui était qualifié et qui maintenant va certainement repartir avec un comportement qui va être beaucoup plus propice à l'achat. Donc, on va être capable de faire des placements publicitaires qui vont être en ligne avec cet objectif-là de conversion, quel qu'il soit.
Donc, c'est un jargon qui est différent. On parle davantage d'impression, d'interaction, de vue quand on pense à des choses comme la portée. Mais ce qui est très intéressant en numérique, c'est de passer à l'autre étape et de penser plus à des choses comme est-ce que les gens cliquent réellement sur les publicités plutôt que est-ce qu'ils les voient. C'est déjà la première étape. Ensuite, les conversions, c'est est-ce que les gens qui ont cliqué dessus, qui sont allés sur le site, est-ce qu'ils ont passé à l'achat? Est-ce qu'ils ont consulté minimum 4 pages? Est-ce qu'ils sont restés à un minimum de 2 minutes? Puisque sinon, je pourrais me dire, bon, peut-être que mon trafic n'est pas qualifié, peut-être que c'est pas le bon. Puis ensuite, il y a des dynamiques un peu plus complexes, parce qu'on peut avoir des conversions assistées. Donc, vous vous rappelez la chaîne avec plusieurs points d'interaction. Ben, si je génère, prenons l'exemple d'une vente, c'est plus simple. Si par exemple les médias sociaux ont amené, ou plutôt mon référencement organique a amené directement vers la page d'achat et la personne a acheté, ça c'est une conversion, mais tout ce qui vient avant, si par exemple la personne a visité ma page Facebook et ensuite le lendemain a fait une recherche sur Google pour acheter, ben, il y a un certain crédit qu'on doit attribuer à la page Facebook. Donc c'est ce qu'on appelle une conversion assistée. Puis de ça, vous pouvez faire différents calculs qui sont le coût d'acquisition, le coût par vente, le coût par lead, par exemple, si vous faites de l'acquisition de courriel avec une stratégie d'emailing. Donc, c'est tout un nouveau jargon qu'il faut se mettre en tête. Malheureusement, on n'aura pas le temps de rentrer dans toutes les choses techniques là-dedans, mais c'est très, très intéressant. Vous avez un très bon potentiel à exploiter là-dedans, mais entre autres grâce à la mesurabilité qui est très forte. Et il y a deux incontournables que j'aimerais vous présenter ou que peut-être que vous connaissez déjà, donc j'aimerais vous orienter plus spécifiquement sur des conseils sur chacun. Le premier, c'est celui de Google AdWords, donc le référencement payant, les premiers résultats en haut, qui sont réellement efficaces. Souvent, on se demande est-ce que les gens cliquent ou non dessus ou est-ce que les gens les voient. Ça ici, c'est un heat map qu'on appelle où est-ce que les gens cliquent le plus. Donc, on voit que les gens sont très, très portés à cliquer sur les résultats de référencement payant. Donc, Google AdWords, Search Engine Marketing, ce sont tous des synonymes versus les résultats organiques, donc tout ce qui sort en dessous. Là. Donc, le payant, c'est réellement la zone en haut, la petite carte qui est un peu plus en jaune, et ce qu'on trouve à droite aussi dans la colonne. Et ce processus-là que les gens cherchent l'information par Google, ça devient en quelque sorte votre nouvelle page d'accueil. C'est très, très rare que les gens, maintenant, tapent une adresse web complète, www.substancestratégie.com. Les gens vont googler Substance Stratégie, puis ensuite vont tomber sur la bonne page. Ils vont googler votre livre, ils vont googler une série, une collection que vous avez pour ensuite tomber directement au bon endroit. Donc, Google devient en quelque sorte votre nouvelle page d'accueil. Et où est-ce qu'on... je viens d'avoir un message, un instant. OK. Donc, on voit que Google prend la part du lion au Canada. Donc, ce que je disais tout à l'heure, donc 85% des recherches passent par là, c'est votre nouvelle page d'accueil en quelque sorte, tandis que si je regarde des marchés comme les États-Unis, Google a 67% la part du marché et Yahoo et Bing en prennent de plus en plus. Donc, dans ce marché-là, par exemple, les États-Unis sont là où Yahoo et Bing sont le plus forts. Ça pourrait être intéressant de les considérer aussi. Fonctionne exactement avec la mécanique, un système d'enchères une plateforme d'enchères qui est unifiée pour Yahoo et par Bing, souvent pour lesquels le coût par clic est inférieur à ce qu'on pourrait trouver avec Google AdWords pour afficher dans les résultats de Google. Mais c'est ce type d'information-là. Je vous invite à la chercher dépendamment de quel marché est-ce que vous voulez, dans lesquels vous voulez vous diversifier. Vous allez voir que ça varie beaucoup de un à l'autre, mais pour la très, très forte majorité des pays, on a beaucoup plus un pattern comme celui du Canada, où est-ce qu'on a 85% qui est mené par Google. Donc, ce que je voulais dire par rapport au système d'enchères, c'est assez complexe, je n'y rentrerai pas en détail, mais c'est pas simplement la personne qui paye le plus cher qui gagne. Il y a une certaine notion qui est celle du quality score, qui vient mettre un bémol à tout ça. Et le quality score, ce que c'est une métrique qui va, c'est une variable, pardon, qui va prendre en considération certaines métriques. Est-ce que vos publicités sont les publicités que vous mettez dans les premiers résultats, est-ce qu'elles sont bel et bien cliquées? Est-ce que ce dont vous faites la promotion dans les publicités, est-ce que c'est pertinent en fonction de des mots-clés que vous y avez rentrés?
Puis, est-ce que la page sur laquelle vous vous dirigez, ce qu'on appelle communément la landing page ou la page de destination, est-ce qu'elle est bien optimisée? Est-ce qu'il y a des pop-ups dessus? Est-ce qu'elle est vieille? Est-ce qu'il y a des lignes de code qui ne sont plus utiles dessus? Toutes ces choses-là font en sorte qu'un annonceur va payer plus cher, va peut-être payer moins cher et sortir en haut de vous. Donc, c'est important. Donc, je vous conseille de recommandations de voir avec votre agence ou de faire affaire plutôt avec une agence pour être capable d'optimiser des choses comme ça. C'est très technique. Ça, c'est une représentation sommaire, mais ça peut vraiment valoir la peine et faire en sorte que vous êtes capable, avec le même budget, d'attirer beaucoup plus de trafic. Donc, c'est ce que je voulais expliquer ici avec la pointe de l'iceberg. C'est faisable et même facile de créer une campagne très simple vous-même. Par contre, il y a beaucoup de paramétrage technique derrière, il y a beaucoup d'opportunités que vous pouvez faire en ajustant des paramètres techniques et ça peut valoir la peine de payer un peu plus cher pour être épaulé par une agence et probablement que la différence de prix va être amplement compensée par ce qui vous ramène le plus. Évidemment, ça varie d'une agence à l'autre, mais je vous conseille de faire affaire avec une agence qui est certifiée Google Partners. Si vous tapez Google Partners dans Google, vous allez tomber dans un répertoire où est-ce que vous pouvez chercher une agence à proximité qui pourra vous aider. Évidemment, on le fait, on l'offre, mais le but, c'est pas de faire une promotion. Je veux vous donner la référence pour que vous puissiez chercher à votre guise. Quelques autres outils qui peuvent être intéressants. Le Keyword Planner, si vous googlez, vous allez trouver aussi AdWords Keyword Planner. Ça vous permet d'estimer combien peut vous coûter tel ou tel mot-clé en fonction de combien de fois vous voulez sortir par jour et votre budget. Ça vous permet de faire des bonnes estimations. Donc, c'est vraiment ce qui va vous aider. Maintenant, du côté de Facebook, c'est réellement une très grande opportunité pour vous puisque maintenant, une minute sur trois, sur le web est passée sur les médias sociaux. Et si on regarde spécifiquement par rapport au mobile, les gens passent de plus en plus de temps sur le mobile, c'est 1 minute sur 5 qui est spécifiquement passée sur Facebook. Et ça, c'est des données qui sont fournies par Facebook Canada même. Donc, c'est très, très appliqué à notre marché ici. Et ce qui est intéressant avec ce média-là, beaucoup plus que ce qu'il l'est avec AdWords, ou plutôt c'est très différent, c'est qu'on est capable de susciter beaucoup plus d'actions ou des actions qui sont beaucoup plus variées. On est capable d'encourager les gens à regarder des vidéos, à liker votre page, commenter différents contenus, partager différents contenus, les encourager à s'inscrire sur Facebook pour assister à un événement, à télécharger une application. Si par exemple vous avez une application avec du contenu de votre répertoire, les amener à visiter votre site web ou éventuellement les amener à acheter directement votre livre numérique. Donc, c'est une éventail d'opportunités qui est beaucoup plus vaste. Et si on reprend ce que j'expliquais tout à l'heure, les différentes étapes du processus d'achat, vous allez vous rendre compte que tout ça couvre le processus en entier. Donc, c'est très, très, très intéressant comme média. Et il y a 2 grandes familles de publicités dont vous pouvez utiliser. Ce que j'appelle les publicités où est-ce que c'est la marque qui parle, donc la maison d'édition ou la page Facebook qui parle, donc les publicités standards. Et ensuite, à droite, on a ce qui est les sponsored stories, où est-ce que c'est les commentaires qui sont laissés par les gens, ou en fait, plutôt c'est l'interaction, c'est les gens qui parlent. Si mon ami a liké la page, je vais voir dans mon newsfeed non pas une publicité de votre page qui dit « Suis-moi », je vais voir plutôt que mon ami l'a fait, que mon ami a assisté à tel événement, que mon ami a visité tel site web. Donc, on se trouve à jouer sur la corde des références sociales beaucoup plus que la corde de l'entreprise qui diffuse un message. C'est très, très intéressant, ça fonctionne beaucoup mieux. Par contre, ça ne peut pas vivre seul, on a tout de même besoin de l'autre volet pour être capable de créer une certaine action, pour qu'ensuite l'autre côté puisse prendre la relève. Donc, il faut créer l'étincelle d'abord pour qu'ensuite les formats Sponsored Stories puissent fonctionner. Mais ces 2 grandes catégories-là peuvent s'appliquer, peu importe l'objectif qu'on veut générer sur Facebook, ou donc que ce soit autant les visites web que des conversions web, donc par exemple les achats, de l'engagement. Donc, j'aimerais avoir plus d'interaction sur les différentes publications, les page likes et tout ça.
Et par rapport à Facebook, j'ai 3 conseils à vous donner. Je vais essayer de passer sommairement encore une fois. Je vois que je déborde un peu le temps. Je vois que Daniel pose une question. Est-ce qu'il y a, avec Facebook, y a-t-il un risque de saturer nos clients potentiels de publicité non désirée? Ne risquons-nous pas de voir nos amis Facebook nous suivre, ne plus suivre nos posts, pardon. Je pense que je vais aborder ce sujet-là à l'instant. Ça va peut-être répondre à la question, mais ça va faire partie des 3 conseils. Le premier, c'est par rapport au ciblage, justement. C'est très important d'aller rejoindre des personnes qui vont être qui vont être pertinentes pour vous. Donc, ici, par exemple, il y a un nouveau livre, une nouvelle publication sur tel sujet, vous voulez faire des publicités qui sont liées spécifiquement, vous ciblez dans les intérêts, que vous voulez des gens qui intéressés par ce sujet-là. Donc, l'idée derrière, c'est d'aligner le ciblage avec le type de contenu que vous proposez pour justement ne pas tanner une clientèle qui ne serait pas intéressée par la publicité. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour mettre les gens de côté avec une publicité qui serait non désirée. Il y a plusieurs manières de le faire. D'abord, du point de vue manuel, c'est ce que je viens d'expliquer, donc avec un ciblage en allant dans les paramètres et en disant, regarde, j'aimerais annoncer tel contenu, j'aimerais annoncer telle publication, j'aimerais mettre davantage d'emphase sur X ou Y, c'est de voir à quoi ça pourrait correspondre parmi les différents paramètres que vous pouvez choisir manuellement. Il y a un très, très grand éventail. Je vous conseille d'être plus spécifique que généraliste là-dedans. Ensuite, vous pouvez importer maintenant des données dans ce qu'on appelle l'audience personnalisée. Si, par exemple, vous faites du email marketing, vous envoyez déjà des infolettes aux gens, maintenant, vous pouvez importer cette base de données-là à l'intérieur de Facebook et Facebook va essayer de retrouver les adresses courriels que vous allez importer avec les adresses de connexion que les gens utilisent. Donc, même chose pour les numéros de téléphone. Il y a des gens qui maintenant indiquent leur numéro de téléphone sur Facebook. Si vous avez une base de données de, par exemple, numéro de téléphone, vous allez pouvoir l'importer et Facebook va essayer de retrouver ces personnes-là pour pouvoir les cibler spécifiquement. Donc, plutôt, par exemple, de faire un envoi courriel, pourquoi pas de faire un envoi qui serait une publicité dans le newsfeed Facebook des gens. Ça fonctionne très, très bien. Au Canada, on a environ 64% de matchs de correspondance entre les adresses qui sont importées puis ce que Facebook réussit à retrouver, puisqu'évidemment, ce n'est pas tout le monde qui utilise la même adresse qui vont vous donner qu'est-ce qu'ils utilisent comme adresse personnelle sur Facebook. Et ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est de faire des audiences similaires. Donc, quand on commence à être plus granulaire, donc ça, c'est les espèces de petits boutons que j'ai mis pour illustrer ça. Donc là, si on commence à être plus granulaire dans le type, par exemple, de données qu'on importe, dans les segments qu'on crée, on en vient à un certain point, par contre, à être très limité. Donc, on a lancé une fonctionnalité qu'on appelle les audiences similaires qui permettent de dire, regarde, voici la base de données que j'ai importée de gens qui ont acheté mon livre dans le dernier mois. J'aimerais que tu me trouves des personnes qui ont un profil similaire, qui seraient intéressées potentiellement à acheter. Donc là, ils vont analyser dans un premier temps quel est le comportement des gens qui ont acheté votre livre, donc ce que vous avez importé vous-même. Ils vont comprendre c'est quoi leur comportement sur Facebook, c'est quoi leur type de profil, qu'est-ce qu'ils aiment et tout. Puis là, ils vont partir à la recherche d'autres personnes qui pourraient correspondre, qui auraient le même type de comportement. Donc, plutôt que de le cibler manuellement, c'est l'algorithme de Facebook qui le fait. Et ça fonctionne très bien aussi. Finalement, quant au format publicitaire, c'est le deuxième conseil. Je vous recommande très fortement de faire une très, très bonne segmentation de vos différentes versions, de ne pas y aller avec une image ou avec une publicité qui est générique pour tout le monde. Donc, comme je disais, très bien aligner la cible avec le type de contenu que vous voulez lui présenter. Et faites-en plusieurs versions et changez-les fréquemment, puisque vous allez remarquer qu'il y a un épuisement publicitaire qui s'installe très rapidement sur Facebook. Il y a, si les gens n'ont pas vu, ils ont vu la publicité, ils n'ont pas cliqué une fois, 2 fois, on risque de les saturer. Donc, c'est très important de proposer des choses qui sont différentes et de faire des changements à toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine si vous avez un budget qui est un peu plus grand, pour ne pas tanner votre clientèle. Et je vous conseille aussi de surveiller les nouveautés. Facebook travaille sur un nouveau format qui permet de faire des achats directs, même à l'intérieur de Facebook, sans même quitter la plateforme. Donc, ça pourrait être très intéressant comme nouveau canal pour générer des commandes en ligne.
Et sur Facebook, la recette du succès, c'est un peu comme sur les médias sociaux, du côté non publicitaire mais gestion de communauté, c'est de faire des tests. Beaucoup de tests et d'en tirer des conclusions, de faire de jouer beaucoup sur les paramètres, le côté plus technique qu'on vient d'aborder, les différents conseils que je viens de vous donner, mais il faut garder en tête un élément très important, c'est qu'il faut à la base, là, Facebook, c'est des histoires, il faut mettre de l'amour à travers tout ce processus-là. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui marche le mieux, c'est une bonne publication avec une bonne photo et une bonne ligne intéressante. Donc, il faut à un certain moment enlever son chapeau de geek ou de chirurgien qui essaie de trouver le bon paramètre, puis simplement faire une bonne publicité, quelque chose qui est simple et que les gens vont aimer. Donc, ça résume ça conclut en fait le troisième élément qui était sur le média payé qu'on a abordé. On a abordé les médias détenus avec le référencement organique, la recherche, le link building, l'optimisation sociale. On a parlé des médias acquis, donc plus spécifiquement des médias sociaux, avec la gestion de communauté, la stratégie de contenu, le calendrier éditorial, la mesure. Et les médias payés, on en a couvert beaucoup. Donc, si vous avez des questions, évidemment, ça va me faire plaisir d'y répondre et le but dans tout ça, ce sera de prendre ces éléments-là et de les faire travailler ensemble pour créer une espèce de convergence des médias. Donc, que votre stratégie publicitaire soit en accord avec ce que vous faites du côté gestion de communauté et que ça soit les mêmes types de contenus qu'on retrouve sur votre site web et en faisant converger ces trois types de médias-là, médias payés, détenus et acquis ou mérités, qu'on dit en français, que vous êtes capable de maximiser votre impact réellement.